Toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mes invités, scénaristes, réalisateurs, producteurs. Plus de 20 ans de carrière avec le grand écran. Ils sont à l'origine de nombreux films. Je préfère qu'on reste amis, Nos jours heureux, Tellement proche, Intouchable, Samba, Le sens de la fête, Hors norme, une année difficile et puis la série En thérapie. Et aujourd'hui, Éric Toledano et Olivier Nakache viennent nous voir pour leur nouveau film intitulé Juste une illusion en salle aujourd'hui. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Éric et Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être mes invités aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. C'est la première fois que je vous reçois. J'ai appris que vous aviez officié sur cette antenne pour démarrer. C'est tout à fait vrai. Avec monsieur Nelou Kohn. Exactement, qui est toujours là, qui n'a pas bougé. C'est un joli souvenir. Oui, très bon souvenir. C'était il y a 30 ans peut-être, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, et oui, on était évidemment des cinéphiles passionnés de cinéma, plein de rêves, et on avait une petite chronique, effectivement, qui nous permettait de rencontrer des acteurs, des réalisateurs, donc c'était très réjouissant et enrichissant. Un instrument de mesure intéressant, on appelait un attaché de presse régulièrement pour lui demander des places, et aujourd'hui, il est notre attaché de presse. Oh, c'est merveilleux, c'est Olivier qui est là ? Il s'appelle Olivier Guy. Oh, voilà. magnifique. On lui rend hommage. C'est une jolie histoire. On va démarrer alors avec le début, toujours le début. Éric Toledano, je crois savoir que vous êtes né le 3 juillet 1971, sans vouloir tout trahir, à Paris. Vous avez grandi à Versailles avec votre frère et votre sœur, dans une famille d'origine marocaine. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Une enfance heureuse, dans une famille séfarade classique, mais qui avait choisi une ville pas classique. Voilà, Versailles, c'est pas là où se retrouvaient les gens d'origine de la petite ville, la troisième ville du Maroc, qui est Meknès. Ils étaient un peu à part, dans cette ville un peu à part aussi. Donc j'étais dans une école totalement laïque et pas du tout mélangée avec les gens de la communauté juive. Mais ça m'a beaucoup plu. C'est un vivier artistique. Il y a beaucoup de groupes de musique qui sont sortis de Versailles. J'avais dans les soirées, moi, quand j'y allais, c'était les gens qui ont fait R plus tard, qui faisaient de la sono. Voilà, c'était ce qu'on appelle l'électro. Et voilà, c'était plutôt agréable. Olivier Nakache, vous êtes né, je crois savoir, le 15 avril dans les années 73 à Suresnes. J'ai envie de vous dire bon anniversaire, Merci. parce qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Vous êtes la première. Eh bien, écoutez, je suis ravie, Merci. mes meilleurs vœux. Vous avez grandi, vous, avec votre sœur, l'actrice et réalisatrice Géraldine, dans une famille juive originaire d'Algérie. Quel genre d'enfance vous avez eu ? Une enfance très heureuse dans cette belle ville de Puteaux. Et voilà, avec ma petite sœur qui est plus jeune que moi de 7 ans. Mais maintenant, on a l'impression qu'on est presque frères et sœurs jumeaux. Voilà, une super adolescence dans cette résidence qui s'appelle Lorieux. Et Eric a eu les stars de l'électro. Et moi, à Gérard Jugnot, il y a une star qui est de Puteaux. Gérard Jugnot, j'ai déjà dit. Oui, À Puteaux, c'était Gérard Jugnot qui était la star de Puteaux. Ça fait de vous deux quel genre de petit garçon ? Je pense quand même, comme je suis le premier de toute une génération à être né en France, puisque tout le monde est né au Maroc, je pense que je suis quand même dans une double culture très, très intéressante, qui fait que d'un côté, on reçoit une culture qu'on rejette un peu au tout début, très nostalgique d'un autre pays, d'un autre endroit, et en même temps, une autre culture qui est celle que j'appelle celle du Cyrano, c'est le cinéma de Versailles, où à un moment, je découvre et je vois qu'il existe 12 000 autres façons de penser, 12 000 autres façons de vivre, une espèce de fenêtre sur le monde. Et je pense que j'ai dit cette phrase, donc je la redis, mais il m'est arrivé de retourner dans cette salle. Et en rentrant, ça m'est sorti en thérapie, pour mieux en témoigner que moi. J'ai dit, j'ai l'impression de rentrer dans le ventre de ma mère. Pour quelle raison ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est né aussi là-dedans et que voilà, le liquide amniotique de mon enfance, c'est le mélange entre ma famille, comme tout le monde, mais la découverte d'une autre famille, d'un autre endroit où on va réfléchir à communiquer ses émotions et à les exprimer, en tout cas un peu plus que dans ma famille, c'est le cinéma. Vous avez dit une phrase assez intéressante, Éric Toledano, sur votre enfance. Vous avez dit notamment, je crois savoir, que ça n'avait pas du tout eu d'impact dans votre cinéma, ce que vous avez vécu en France, dans votre enfance. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est tout à fait différent, notamment avec ce film Juste une illusion, qui est quand même basé de vos enfances et de votre éducation ? Non, ça c'était une autre époque, c'était parce qu'on voulait beaucoup réduire et assigner à son identité l'influence sur
les films et je l'ai décorrélé. Je pense que ça n'a rien à voir. Je suis comme n'importe quel adolescent qui a grandi dans les années 80. Sauf que le cinéma m'a impacté, m'a percuté. Et donc, je ne pense pas que c'était lié à un problème, un truc culturel. Donc, j'ai dit ça dans un autre contexte. Mais aujourd'hui, je paraîtrait, en tout cas, de dire l'inverse et de dire que effectivement, c'est dans l'enfance que s'est constitué cet amour du cinéma et que c'est d'ailleurs ce que fait le film, une déclaration d'amour aussi au cinéma, puisque dans Juste une illusion, on raconte à quel point certains films nous ont marqués. Est-ce que c'est votre cas aussi, Olivier Nakache? Est-ce que vous, très tôt, vous avez cette fièvre ou elle va venir plus tard, la fièvre du cinéma? C'est venu assez tôt, mais c'était un peu inconscient. On savait pas trop, on s'autorisait pas à penser à ça. Jamais on va se dire on va faire du cinéma. Non, ça paraissait très loin, ça paraissait complètement inatteignable. Mais c'est vrai que on a été percuté par l'arrivée de Canal+, par l'arrivée des vidéoclubs, et c'est vrai que la cinéphilie s'est forgée grâce à ces marqueurs-là qui sont très 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 forts. Et à un moment donné, c'est la rencontre avec Eric qui a fait que on va essayer quelque chose. On verra bien jusqu'où on va ou on verra bien ce qu'on pourra faire. Mais à aucun moment on se disait on va faire acteur, réalisateur. Non, c'était quelque chose qui était même impensable. Il y a un clin d'œil au vidéoclub dans votre film. Jeune et jusqu'à l'adolescence, Eric, vous allez fréquenter plusieurs centres aérés, notamment des associations juives que vous allez fréquenter tous les deux, mais sans forcément vous rencontrer à cette période. Vous vous rencontrez sur le tard. Donc vous allez fréquenter les colos, les colonies juives comme Yaniv et les EI. Est-ce que quand vous vous rencontrez, c'est une évidence entre vous? Comment vous êtes devenus tellement proches? La meilleure question. En fait, oui, on s'est rencontrés dans ce mouvement de jeunesse, Yaniv, mais on avait chacun nos bandes. Il y avait des bandes d'animateurs, on avait chacun nos bandes. Et voilà. Et un jour, j'ai appris que Eric allait faire un stage sur un film, sur un long métrage. Et là, moi, j'ai pété les plombs. Donc, il était directeur de colo, je crois que c'était à Valseny ou au Carreau d'Arrache, à Valseny, je crois. Et j'ai directement déboulé dans sa colo en lui disant est-ce que tu peux me prendre comme stagiaire? Elle m'a dit mais je suis déjà stagiaire. Voilà, ça s'est un peu fait comme ça. Ça s'est un peu fait de cette façon-là. Éric Toledano, on le disait, après votre bac, vous partez étudier, vous, un petit peu en Israël, à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous allez revenir en France, faire des études de lettres et de sciences politiques. À 21 ans, vous obtenez une licence de lettres option cinéma à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, suivi d'une maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne avec une spé en sociologie politique. À l'époque, vous étiez quand même persuadé que vous alliez devenir réalisateur, faire ça de votre vie, où il y avait quand même, puisque vous ne vous l'autorisiez pas forcément, une autre envie. Non, en vérité, c'est très culturel. C'est-à-dire que je fais partie d'une famille où les études, c'est pas négociable. Voilà, ma sœur, elle était médecin, mais je pense qu'elle avait cette pression de mes parents. C'était le rêve de tous les parents d'Afrique du Nord d'avoir une fille médecin. Elle a été brillante, elle a réussi. Mon frère aussi était un peu plus brillant et il a fait des études d'économie et c'était pas négociable. Donc, quand j'ai parlé de mes ambitions artistiques, on a eu une discussion avec mes parents. Ils ont dit, écoute, tu vas faire des études et puis une fois que tu auras fait ton lot, tu verras si tu peux tenter quelque chose. Et comme j'étais un garçon obéissant et en même temps que ça m'intéressait énormément les études de lettres et de sciences politiques où on apprend de l'histoire, de la sociologie et plein d'autres matières, des relations internationales, je me suis pas du tout embêté. Mais par contre, je n'avais pas du tout d'intention d'aller ailleurs que dans le cinéma. Mais comme dit Olivier, on n'avait peut-être pas la prétention de penser que c'était possible. Mais à deux, l'association a fait qu'on s'est dit et ça sera moins douloureux si on n'y arrive pas. Et puis en attendant, on a fait d'autres choses qui nous ont fait passer le temps et qui nous ont finalement rempli tous les scénarios des films qu'on a fait. De votre côté, Olivier Nakache, le parcours professionnel est plus opaque. Oui, c'est plus chaotique. En fait, moi, avec mes parents, il y a toujours eu un mot, c'était le bac. Voilà, une fois que tu as le bac, et bien ensuite, tu pourras tenter des choses. Et donc voilà, après, je me suis inscrit dans plusieurs facs parce qu'il fallait avoir, ça donnait droit à une assurance et une carte étudiant. Et très très vite, j'ai rencontré Eric et c'est vrai qu'on s'est mis à faire plein de petits boulots ensemble. Et ce qui a vraiment nourri à la fois nos scénarios et qui nous a nourris physiquement parce qu'il fallait aussi qu'on gagne un peu d'argent pour vivre. Et c'est voilà, une fois qu'il a fini ses études, et ben on a pu vraiment se
se lancer dans essayer. On a essayé avec les premiers courts-métrages. Vous avez la petite vingtaine, vous vous lancez donc dans des petits courts-métrages, Le jour et la nuit, récit d'un médecin de nuit amoureux, Les petits souliers, avec notamment Gad Elmaleh, Jamel Debbouze et bien d'autres. C'est de là que naît peut-être votre style de mélange social et comique. À quel moment vous partez sur ce style qui peut-être n'appartient qu'à vous? Mais je pense que c'est la conséquence de ce qu'on aime au cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un amour des films, des vérités de ce que racontent les films, et en même temps un amour de la comédie. Et on a toujours aimé l'humour et le one-man show et les grandes comédies et les films italiens et les comédies anglaises. Donc à un moment, quand il a fallu s'exprimer et prendre notre ADN, ça s'est imposé naturellement. On a raconté une histoire qui avait un fond social. C'était des jeunes qui faisaient les Pères Noël, c'était des musulmans et des juifs qui étaient dans une boîte. C'est un petit boulot que j'avais fait dans lequel Olivier m'avait rejoint. Et on allait voir tous les comiques qui nous intéressaient. On est tombé sur Gad Elmaleh. On l'a souvent raconté. On lui a dit au café qu'on avait cette histoire. Il a dit faites-le et ça s'est fait. Et c'est ce qui nous a véritablement lancé. Mais en réalité, c'est vrai que c'était le cinéma vers lequel on s'est tourné spontanément. C'est-à-dire un cinéma qui a un fond et en même temps qui est exprimé avec la forme de la comédie comme moyen d'expression. Vous écrivez tous les deux au départ au Quick avec un café pour deux ou une frite pour deux. Vous allez partager, je crois savoir, un scooter à un moment donné. Une seule frite Une pour seule deux. frite Une pour seule deux. frite pour deux, non, là, ça va dans la légende. Mais le café pour deux, c'est arrivé qu'on a souvent pas consommé beaucoup, en tout cas. Squatter le Quick, c'est pas mal. Après, vous avez eu, je crois, un scooter pour Ça, c'est deux. vrai. Aujourd'hui, Ça, c'est vous avez Chacun son scooter. chacun son scooter, mais c'est le même. C'est vrai. Oui. Je crois savoir. C'est vrai. Vous allez faire au total 4 courts-métrages avant de vous lancer avec Nos jours heureux. Au départ, c'est Ces jours heureux avec Omar Sy qui va influencer plus tard donc Nos jours heureux. C'est le seul sujet, je crois, que vous avez traité 2 fois. Oui. Oui, C'est c'est tout à fait juste. C'est vrai. La colonie Yaniv a été pour vous un terreau assez important de votre vie parce qu'elle est à l'origine de votre rencontre, mais aussi peut-être d'une structure dont vous aviez besoin. Est-ce que vous pourriez nous dire ça? Parce que la colonie, pour beaucoup d'entre nous qui l'avons connue, il se passe quelque chose d'assez formidable. On se rappelle toute sa vie, elle nous construit. Est-ce que vous diriez quelque chose de cet ordre-là aussi? Oui, c'est le groupe en fait. C'est le groupe qui nous a toujours passionnés dans l'associatif en général, c'est-à-dire les gens qui se percutent et qui changent d'avis. C'est peut-être ça qu'il y a dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on change d'avis sur les gens. On a une première vision, et puis cette première vision, elle est percutée par un échange qui fait qu'on peut quand même changer d'avis. Et la Colosse, c'est vraiment le laboratoire là-dessus, parce que quand on arrivait, on sait que sur le quai de la gare, on repérait que la fille qui était jolie ou le garçon qui était beau. Mais heureusement, il existait la deuxième semaine pour faire exister des gens qui avaient d'autres personnalités, dont nous, par exemple. C'est vrai. Dans Nos jours heureux, on retrouve bien sûr Omar Sy, Joséphine Demeaux, qui n'a jamais, à mon sens, été aussi bien mise en lumière qu'avec vous, avec notamment un pétage de plan culte. Et j'ai très envie qu'on se refasse ce petit plaisir. On se mouille juste les genoux et si ça te plaît pas, on sort, d'accord? Mais j'ai dit non, je vois la paix à la fin. Mais je te promets que tu vas adorer, hein. T'as ma parole, d'accord? Allez, viens te baigner pour me faire plaisir. Lâche-moi. Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es! Connard! 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 Casse-toi! Ça suffit de rester planté là. Toi, tu viens avec moi. Bon voilà, c'est du biscuit, très sincèrement. Il y a un autre passage aussi mythique que je censure sur Radio J, mais qui va certainement revenir en mémoire à nos auditeurs. Omar Sy, est-ce que vous diriez qu'il vous a porté chance? Oui, enfin c'est quelqu'un, ça a été une rencontre assez formidable entre nous trois. On a fait ce court-métrage-là et oui, peut-être qu'on s'est mutuellement porté chance, mais voilà, on a un vrai parcours, marche après marche, jusqu'à tellement proche, et après tellement proche, on a décidé carrément de trouver un sujet pour lui, pour le mettre en premier rôle. On a cherché et on est tombé par chance sur ce documentaire qui racontait la vie de Philippe Pozzo di Borgo. Donc oui, ça a été une rencontre fondatrice et qui nous a amenés tous les trois, qui a un peu changé notre vie, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que vous vous lancez sur un sujet en particulier, un sujet de société? Est-ce que justement c'est un documentaire? Parfois c'est une rencontre, une phrase entendue? C'est des discussions entre nous et c'est ce qu'on ressent au moment où on a envie de s'exprimer. On sait qu'un film, c'est 3 ans.
Donc pendant 3 ans, il faut se lever tous les matins avec l'envie, et pas l'envie, même la nécessité de raconter cette histoire. Est-ce que cette histoire, elle nous importe? Est-ce que tout ce qu'elle raconte a quelque chose à apporter, une réflexion, une question à poser à la société dans laquelle on évolue? Est-ce que ça peut être drôle? Est-ce que les gens pourront être marqués par ça? Il y a tout un tas de questions. Et à un moment, à la majorité absolue de 2 sur 2, on décide que c'est ça qu'on va aborder. Parfois en ayant la certitude qu'on fait un truc bien, et parfois traversé par des doutes affreux en se disant ça va intéresser personne, mais c'est le jeu. On va parler de ce film pour lequel vous venez nous voir, Éric Toledano et Olivier Nakache, qui s'intitule Juste une illusion, en salle depuis ce matin, avec à l'affiche Louis Garrel, Camille Cotin, Pierre Lotin, Simon Boublil, Alexis Rosenstiel et Jeanne Lamartine. C'est peut-être le film qui touche le plus de sujets de société, en tout cas à mon sens, parce qu'il balaye large, il parle aussi de vous. De quoi, pour le coup, est parti ce film ? D'une envie de se replonger dans notre adolescence et dans les sensations que ça nous a procurées, et d'essayer d'en mesurer l'impact chez chacun d'entre nous tout au long de la vie. Pourquoi ces années-là, elles marquent autant? Pourquoi on est complètement déterminé parfois par les premiers abords qu'on a dans l'existence, à la famille, au désir, à l'amour, à la religion, à tout un tas de choses qui arrivent pêle-mêle. C'est ça le début de la réflexion. Éric Toledano, c'est une façon très romantique de parler de ce film-là. À mon sens, et en tant que spectatrice, vous démarrez ce film il y a 3 ans. On est dans une période extrêmement compliquée de l'actualité. Et ce film, quand on en ressort avec un vivre ensemble vibrant. Cet amour qu'on avait les uns pour les autres. Vous parlez notamment de l'époque Black Blanc Beurre, de la marche des beurs. C'est quand même un moment auquel on est obligé de penser. Oui, mais il est associé à notre adolescence. C'est-à-dire que quand je vous dis, et vous trouvez ça romantique, que c'est le moment de ces sensations-là, c'est les sensations qu'on ressent. C'est-à-dire que oui, on a un élan, qui est peut-être une illusion, mais qu'on pourrait y arriver ensemble. Oui, il y a aussi un contexte qui est un peu plus favorable et moins agressif, même si... Et je le redis, c'est pas un film qui nous explique qu'il y avait quelque chose de mieux avant, parce que cette période, elle est trouble. Il y a du chômage, il y a du racisme, il y a le virus du sida. Donc, il n'y a pas de romantisme. Le romantisme, il est sur le fait qu'on est tous soit dans une construction de son adolescence, donc ce serait une illusion, mais qui nous permet de temps en temps de nous apaiser, peut-être dans un âge plus compliqué, quand on sent que la vie est un peu plus dure. Mais voilà, c'est comme ça qu'on l'a ressenti en tout cas. C'est des années qui vont nous imprimer pour toute la vie. Et il y a des raisons, et c'est ça qu'on avait envie d'ouvrir comme boîte. Et c'est des années qui nous rendent pour certains un petit peu nostalgiques. On va découvrir la bande-annonce. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Oh, raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolé. Raccroche! Mais il me dit qu'il me balancer par la fenêtre. Eh ben, qui te balance? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Bonsoir. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong. Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein? Ça s'appelle comment? T'es à moi? Tu lui as dit? J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café. Il est au chômage, papa. Vous êtes allé chez le coiffeur? Ah, vous êtes observateur? Bah écoutez Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez en douceur. Voilà. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. C'est pas possible, c'est pas célèbre. Non, c'est pas célèbre. Dans la vie, il faut faire des choix. C'est que moi, je suis pas vous. Tu ne parles pas comme ça. Je te parle comme je veux. Je n'aurai jamais ce job, je vais rester secrétaire toute ma vie, puis c'est tout. Pourquoi on vit et après on meurt? T'as pas honte d'écouter une porte, là? Ça s'arrête avec une copine. Ça me rappelle les bons souvenirs.
Voilà, dans ce film, on découvre évidemment beaucoup de sujets balayés. Ça donne très envie d'aller en salle. Je vous dis sincèrement, j'ai envie d'y retourner pour la 2e fois. Je me suis fait le plaisir de le découvrir en projection presse. J'ai très envie d'y retourner. Vous choisissez, et c'est un sujet parmi tant d'autres, de mettre en avant des sujets qui nous touchent et qui nous sont chers ici sur Radio J, comme la communauté juive dans les années 80, même si c'est pas le sujet principal. On est en 85 avec Vincent Dayan, bientôt 13 ans, qui vit en banlieue parisienne, dans une famille donc juive de la classe moyenne, avec un grand frère distant, des parents en conflit permanent. Et alors qu'il n'est déjà plus un enfant et qu'il n'est pas encore un adulte, on va alors partager ces questions, ces doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. J'ai envie forcément de vous demander, qu'y a-t-il de vous dans ces personnages ? Il y a beaucoup de choses dans chacun des personnages. C'est un peu une fusion de nos souvenirs, avec quand même l'envie de faire un film et pas un documentaire. Donc on est parti de nos souvenirs communs. C'est parti très très vite. On s'est raconté notre adolescence, on s'est raconté plusieurs anecdotes et on s'est dit tiens, ça ferait une scène, ça il y a de la cinégénie dans cette histoire-là. Et donc on a compilé un peu nos souvenirs pour arriver à créer chacun de ces personnages. Alors évidemment, il y a des anecdotes très vécues et il y a aussi du scénario, de la scénarisation pour certains passages. Mais oui, on s'est beaucoup inspiré et je pense qu'on a une adolescence qui est un peu commune. Quand je dis on, c'est nous, une adolescence commune, nous tous. Et donc je pense que pas mal de nos auditeurs vont, en tout cas ceux qui sont nés au XXe siècle, vont peut-être y retrouver quelque chose de leur intimité. Vos deux familles, vos deux origines se sont épousées dans ce film et comme souvent dans la vie d'ailleurs, ici par le biais d'Yves Dayan, joué par Louis Garrel, dont la famille vient du Maroc. Sandrine, jouée par Camille Cotin, vient de l'Algérie française. Ils ont ensemble donc le petit Vincent Dayan qui se bagarre avec son frère, mais aussi avec son cœur et sa quête existentielle entre la religion et sa place dans une famille en conflit avec un frère beaucoup plus grand que lui. Vincent est magnifiquement joué par Simon Boublil, vraiment bravo pour le casting. Qui en plus d'être beau a beaucoup de talent. Il s'embaume du parfum Kouros qui a connu son succès à l'époque. Il déserte chez les voisins les Bernini pour ne plus avoir à entendre ses parents se disputer pour la énième fois. Il prépare sa bar mitzvah. D'ailleurs, on aperçoit un clip à la fin et je me suis demandé s'il y avait peut-être des images de vous éparpillées dedans. Pareil, vous pouvez enlever le peut-être. En fait, c'est très intime comme film et c'est très émotionnel parce que, mais on l'a dit sur d'autres antennes, on a eu une perte assez douloureuse tous les deux et franchement, on en a vécu des choses, mais celle-ci, on ne s'attendait pas à la vivre ensemble. C'est que pendant la fabrication de ce film, nos pères nous ont quittés. Et donc, on était un peu forcément emprunt à beaucoup d'émotions de faire un film qui mettait en scène une fusion de nos parents pendant ces années-là. Et évidemment, au moment de la fin du film, on s'est dit que eux qui étaient toujours là, très présents pour nous, dans les avant-premières, à soutenir et à parler des films, il fallait qu'ils y soient dans ce film. Et évidemment, on a pris des images familiales et à un moment, on s'est autorisé, puisque de toute façon, tout n'est que mélange entre fiction et réalité, à mélanger des images d'archives qu'on a construites de cette famille en les tournant en 8 mm et des images personnelles de nos familles en 8 mm. Vous dédiez ce film à la mémoire de Raphaël Toledano, dit Stanley, je crois savoir, et à la mémoire de Marco Nakache, si j'ai bien noté. Donc on entend que c'est vos deux papas. J'allais vous poser la question à qui ce film était dédié. C'est un film merveilleux, extrêmement bouleversant. Il y a une chanson qui est Just an Illusion, évidemment, d'Imagination. Il démarre dans un HLM avec donc cette dispute assez incroyable de ces deux frères qui se bagarrent. Est-ce que ça aurait pu être vous qui ne vous bagarrez jamais aux grandes dames de Jean-Pierre Bacri? Je crois qu'Éric a pris des roustes par son frère. C'est ce que j'allais aussi vous demander. Mon frère a 6 ans de plus que moi et il avait décrété que notre chambre était sa chambre. Et ce qui est marrant, c'est que dans les classes moyennes, l'adolescence, ça part par cette envie aussi d'indépendance. Et j'appelais ma mère au bureau toute la journée pour lui dire je voulais ma chambre. Et un jour, ils ont acheté ce fameux lit escamotable, ce lit bibliothèque pour aller dans le salon. Et ça fait partie, voilà, de cet hommage qu'on rend effectivement à nos parents, dont on ne comprend pas tout quand on est adolescent, mais qu'on comprend mieux quand nous-mêmes on devient parents et qu'on a des adolescents à la maison. Dans le film, ça se bagarre entre le rock et le funk. Je crois que vous avez choisi tous les deux, vous vous êtes mis d'accord sur le style. C'est le funk qui vous définit en musique ou pas? C'est la perte pour Olivier Nakache. C'est la débandade. Non, c'est-à-dire que j'ai eu un passage très new wave, moi, qui n'était pas d'ailleurs
commun et qui n'était pas habituel dans la communauté. Et je me rappelle quand j'allais en colo, j'étais l'hurluberlu en noir, qui était complètement à part, qui n'avait pas son jean Mariti, François Gerbeau et ses Weston. Ouais, j'ai eu 3 années, j'ai eu 3 ou 4 années bien baigné dans la pop new wave anglaise, mais c'était une façon un peu de se démarquer. Mais c'est vrai qu'après je suis revenu au funk, au sunshine et au moonlight, mais c'est ça qui fait la richesse de la bande son du film. On parle de la bande-son, il y a une chanson assez incroyable de Pointer Sisters qu'on va écouter, I'm So Excited, et je pense que c'est peut-être un moment, une séquence les plus folles du film avec Camille Cotin qui vous a, pour le coup, je crois, un peu surpris avec cette danse qui était prévue, mais pas tout à fait comme ça. On a toujours envie à un moment de faire danser les acteurs pour voir ce qu'ils racontent de leur personnage avec leur corps. Parce qu'avec les mots, on dit des choses, mais avec le corps, la démarche, on dit d'autres choses. Donc à un moment, on essaye de trouver un prétexte de notre personnage. Et là, en fait, il y a quelque chose de très adolescent à danser seul dans son salon. Et on s'est dit qu'au lieu de le mettre à nos héros, à nos protagonistes jeunes, on allait le mettre à Camille Cotin et à Louis Garrel. Et Camille a fait un numéro incroyable, bien que Louis, son numéro, nous ait plu. Et finalement, on a décidé de les faire danser ensemble. Et c'est vrai que ça donne une séquence dont on nous parle beaucoup dans les médias et dans les salles. Et c'est un moment de bascule, je crois, dans le film. J'ai l'impression que quand quelqu'un danse seul, il envoie un signal et que je crois que ce signal est reçu. Il est très très bien reçu. On retrouve la valise RTL, Marc Scalia sur Énergie qui officie sur cette fréquence et que j'embrasse. Le film Un homme et une femme que vous rejouez à votre façon, l'arrivée de l'ordinateur IBM, la veste Chevignon évidemment, et plein d'autres sujets dans ce film bourré de nostalgie pour moi et de choses et d'une époque qui nous manque un petit peu. C'est un film merveilleux. Est-ce que vous avez hâte, j'imagine qu'il sort puisque c'est aujourd'hui, est-ce que vous attendez un chiffre particulier? Est-ce que vous avez une attente parce que on se dit toujours qu'on a envie de faire mieux? Non, on n'a pas d'attente particulière. On a été vraiment gâtés par les films et leur succès. Ce qu'on a envie d'entendre, c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire j'ai vu le film, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait du bien, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer. On aime les réactions, on aime les salles pleines et on aime les gens qui viennent voir le film, quel que soit le nombre qu'il soit au final. Mais c'est vrai qu'on conseille les gens d'aller le voir au cinéma. Ce film-là en particulier, on a l'impression que c'est un film qui s'apprécie en salle, entouré de gens qu'on ne connaît pas, déconnecté de son téléphone portable pour essayer d'être catapulté pendant 2 heures dans les années 80. Et puis ça fait du bien d'entendre une salle se marrer. Donc rien que pour ça, je conseille vraiment à tous nos C'est vrai, le son est meilleur, l'image a une texture qu'on a travaillée. C'est ce que j'allais vous dire sur la forme, extraordinairement, les plans lumière fantastiques. Ça se découvre au cinéma, je suis d'accord avec Olivier. C'est fait pour la salle. On fait le tour des salles. Voilà, on sera dans toutes les salles et c'est marqué sur Instagram où on est. Venez nous dire bonjour. Mais voilà. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec Éric Toledano et Olivier Nakache pour leur nouveau film Juste une illusion en salle aujourd'hui. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mes invités aujourd'hui, Éric Toledano et Olivier Nakache pour leur nouveau film Juste une illusion en salle aujourd'hui. Et tout de suite, Johanna Sultan nous parle Sortissime. Radio J. Bonjour Johanna. Bonjour Cyrielle, bonjour Éric Toledano, bonjour Olivier Nakache. Alors je ne vais pas revenir sur Juste une illusion bien sûr, mais juste dire à quel point tout y est d'une grande justesse. Le jeu des acteurs, les relations entre les personnages, les années 80, tout sonne juste et c'est ce qui rend le film à la fois drôle et profondément émouvant. Et on en sort avec cette sensation assez rare finalement d'être un peu plus léger et dans la période actuelle, c'est précieux. Et on est bien d'accord avec vous Johanna. On va commencer avec Une fille en or, 25 ans après son premier long métrage. Jean-Luc Gagé revient avec une comédie romantique autour de l'estime de soi. Et oui, et c'est l'histoire de Clémence, une femme qui manque terriblement de confiance en elle. Le genre de personne qui a toujours eu l'impression de ne pas vraiment compter, de ne jamais être regardée, admirée. Et le jour où le destin va mettre sur son chemin Paul, son patron tyrannique, assez odieux, elle va alors se poser la seule question qui vaille, et si finalement la bonne personne, c'était elle.
fait 1 an de psycho. Après, j'ai fait 3 mois de sociaux et ça me plaisait pas trop non plus. Du coup, j'ai décidé de partir en voyage et je suis partie en Alsace. L'estime de soi, c'est quoi au juste? Darius, tu m'as dit que tu restais chez moi 3 mois. Ça fait 3 ans que t'es là. Ouais. Non, mais je comprends pas. Tu l'as laissé ton appart? Voilà, cette comédie romantique délicieusement interprétée par Pauline Clément et Arthur Dupont revisite avec fraîcheur l'idée des opposés qui s'attirent. C'est tendre, souvent drôle, avec cette histoire d'amour improbable qu'on suit avec plaisir. Les personnages peuvent parfois être un peu appuyés, un peu caricaturaux, mais l'ensemble assume ce côté presque théâtral et ça donne du rythme. Et puis, il y a ces seconds rôles très réussis, en particulier Quentin Dolmer qui apporte beaucoup de relief. Voilà, c'est un film sur la reconquête de soi, sur le fait d'oser prendre sa place et qui rappelle qu'on vaut souvent bien plus qu'on ne le pense. Et on change complètement d'ambiance avec 2 documentaires forts et saisissants. Oui, et on commence avec The Mad Dog of Europe, un documentaire signé Rubika Shah qui revient sur un film qui n'a jamais vu le jour. En fait, on est dans les années 30 et Herman Mankiewicz, qui deviendra célèbre 10 ans plus tard avec Citizen Kane, veut alerter sur la montée et la dangerosité d'Hitler à travers un projet de film très engagé. Mais le projet va être stoppé, censuré et finalement abandonné. Ce que montre le documentaire, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà des pressions à cause d'une présence idéologique nazie jusque dans l'industrie hollywoodienne. Et ce documentaire fascinant sur l'histoire de ce scénario visionnaire censuré nous interroge aussi sur le pouvoir du cinéma. Si le film avait vu le jour, aurait-il pu faire infléchir le cours de l'histoire ? Et puis, vous souhaitiez aussi signaler la sortie d'aujourd'hui un autre documentaire, Looking for Yotam. Oui, vous savez, c'est l'histoire de Yotam, ce jeune homme d'une vingtaine d'années passionné de batterie qui vivait avec Faraza. Le 7 octobre, il est pris en otage par le Hamas. Pendant des semaines, il est détenu à Gaza. Et puis un jour, il réussit à s'échapper avec 2 autres jeunes. Mais tragiquement, ils sont tués par erreur lors d'une opération de l'armée israélienne. C'est un documentaire bouleversant, signé Caroline Bongrand et Georges Benayoun. Un film qui rend hommage à Yotam, bien sûr, mais aussi à la vie, parce que c'est un jeune homme qui s'est battu toute sa vie contre ses propres difficultés. Et c'est sans doute ça la force du film, raconter la vie là où on ne voit d'abord que la tragédie. Et pour finir, un petit tour sur les plateformes, Johanna. Oui, avec la sortie très attendue de la série d'Éric Rochant, le créateur du Bureau des légendes, une série qu'il a coécrite avec sa fille. C'est l'histoire d'une fratrie de 11 enfants en Martinique qui perd brutalement leur mère. Du jour au lendemain, ils doivent se débrouiller seuls. La précarité s'installe, les tensions montent et certains prennent des chemins plus dangereux. Rester unis devient un vrai combat. Mais vous en avez pas marre de vivre dans un taudis, de compter les sous? Il est où? Je sais pas. L'argent de la drogue, c'est pas notre vie, putain. Toi, à quel âge? 16 ans. Si tu me plantes, je te découpe toi et toute ta famille. Voilà, c'est une plongée inédite dans la société martiniquaise qui explore les fractures sociales. La série contient 8 épisodes et c'est à regarder sur Netflix. Merci beaucoup, Johanna Sultan. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Ivan Sand. Le billet du jour. Bonjour Ivan. Bonjour Cyrielle, bonjour Éric Toledano, bonjour Olivier Nakache. C'est un rêve pour moi d'être à vos côtés. Je suis évidemment très fan de vos films. Et en plus, vous représentez quelque chose, je pense, qui fait rêver beaucoup de monde. L'histoire de 2 meilleurs potes qui décident de vivre à fond leur passion. Et ça marche. Et en vous écoutant, on a l'impression que c'est facile. Mais du coup, c'est un peu énervant pour le commun des mortels parce que les histoires d'amitié, ça se passe rarement comme ça. Je prends l'exemple de mon meilleur pote. On l'embrasse d'ailleurs, mon meilleur pote. J'ai toujours rêvé de dire ça à la radio, on embrasse tout le monde. Non, si je prends l'exemple de mon meilleur pote, c'est assez rare qu'il m'appelle pour me dire « Tiens, j'ai réussi à refiler les enfants à ma belle-mère, on a toute la nuit, viens, on écrit un scénario ». Ça se passe pas comme ça dans une amitié normale. Ce qui veut pas dire que la soirée sera pas créative, mais ça implique en général plus de tequila que d'arc narratif. Avec mon meilleur pote, si on avait dû vivre de notre passion de jeunesse, ça aurait été le foot. Alors, je veux pas trop me la raconter, mais on n'est pas passé hyper loin de vivre de ça. Nous, on jouait au foot tous les jours. Le soir, on regardait du foot. La nuit, on rêvait de foot. Et rétrospectivement, je me dis finalement, il nous a manqué un seul truc pour faire carrière dans le foot, c'est le talent. Voilà. Après, la vie, parfois, ça se joue vraiment à un petit détail près. J'ai relu l'histoire de votre amitié, Éric et Olivier. Vous vous êtes rencontrés dans la colonie de vacances Yaniv. Alors moi, en ce moment, ma fille de 7 ans me tanne pour faire sa première colo.
Mais j'hésite un petit peu, donc c'est la colo qui est organisée par son Talmud Torah. Alors, il faut savoir que depuis quelque temps, moi, je vais dans une syna libérale. Voilà, c'est une évolution personnelle. Les synas libérales, je les trouve plus ouvertes, plus souples. Il y a un truc de l'égalité homme-femme. Bon, d'accord, ma femme n'est pas juive. Voilà. Non, mais là, je veux dire, on est avec vous, Éric Toledano, Olivier Nakache, sur Radio Z. Je vais pas vous la faire à l'envers. Non, parce que j'ai la version pour les non-juifs. Oui, la religion doit évoluer et tout. Non, là, on est entre nous, je dis la vérité. C'est assez marrant, d'ailleurs, le dimanche matin, j'accompagne mes filles au Talmud dans cette syna libérale. Et en fait, c'est surtout des papas qui accompagnent les enfants. Et entre nous, il y a un petit regard complice, sans se parler, on se comprend, genre, ben moi aussi j'ai grandi en France, hein. Il y avait des goyes partout, elles sont jolies, à un moment j'ai craqué, voilà. Hein. Bon, je suis encore en train de m'adapter à cette communauté libérale qui est franchement très sympa, je kiffe tout. Le rabbin, il est sur la théba en sarouel, avec une guitare, franchement j'invente rien. À un moment j'ai douté, j'étais là, genre, il met cette efféline ou il roule un joint, je ne sais pas trop. Au début je me suis dit peut-être que c'est la petite communauté juive de Notre-Dame-des-Landes qui s'est réfugiée ici après les événements. Non mais j'adore ma syna libérale. Après moi j'ai 2 filles. Si j'avais eu un garçon, peut-être qu'il y a un sujet sur lequel j'aurais un petit peu douté, c'est la circoncision. Ah. Non mais vous voyez, parce que je me dis, le rabbin, il a encore les cheveux bleus. Le Moël, dans la communauté libérale, ça se trouve, la semaine dernière, il était encore tatoueur à Berlin et il a rencontré Dieu, mais en after, quoi, en fin de soirée. Non, je charrie, mais vraiment, je les adore, les libéraux. Je vais dire oui pour la colo de ma fille. Je pense que c'est juste après avoir lu votre histoire, Éric et Olivier, je pense avoir trop d'attentes sur la première colo de ma fille. Tu sais, elle va rentrer de sa colo, elle a 7 ans, je vais être là, genre... Alors c'est bon, t'as écrit ton premier scénario? Elle va me dire, non papa, mais je me suis fait mon premier piercing à la langue. Là, genre, je savais que c'était pas une bonne idée cette colo libérale à Sainte-Soline. Bref, tout ça pour dire, merci Éric et Olivier de nous émouvoir, de nous faire rêver avec toutes ces magnifiques histoires que vous mettez à l'écran, mais aussi avec votre propre histoire personnelle qui est tout aussi inspirante. Merci beaucoup Ivan Sand. Et juste avant le portrait sur l'antenne de Radio J, puisque j'ai beaucoup aimé cette chanson dans votre film, j'ai très envie qu'on écoute la chanson Geneviève. On the sand, the morning sun surrounds her as it fills the sky. Oh, to kiss her golden hair, Geneviève. I never felt so helplessly, Geneviève. I never felt so far, Geneviève. Everyone wants to win your heart, and I'm just like them, standing in line. Oh, but I love you, love you, love you, love you, love you, love you, Geneviève. I see a shining ocean, and it's clear and deep, and as blue as the sky. Geneviève, why won't you turn around and see me? Geneviève, this time don't turn and walk away. Geneviève, everyone wants to win your heart, and I'm just like them, standing in line. Oh, but I love you, love you, love you, love you, love you, love you, Geneviève. All my life, I always dreamed I'd feel this much desire, but now it only feels like I'm on fire. Oh, Geneviève, oh, oh, oh.
Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Eric. Bonjour. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors vous inquiétez pas, ici aussi on a le sens de la fête, même si vous êtes deux personnes hors normes. On parle de votre enfance et il y a des points communs et des différences. Le point commun, c'est que il y a un mot que vous avez prononcé tous les deux, c'est à part. Oui. Il y a vous qui était à Versailles mais à part, et qui est, si j'ai bien compris, le dernier de sa fratrie. C'est vrai. Et il y a vous qui êtes à Puteaux, mais qui avez vécu une adolescence un petit peu à part, et vous êtes l'aîné. Tout à fait. Mais ces deux mondes vont se rencontrer, vous vous rencontrez, et à vous rencontrer, je pense, ou je fais l'hypothèse, autour du lien, de la famille et de l'humour. Et comme c'est une rencontre, j'ai envie de vous parler de 3 petites rencontres. Une rencontre avec les personnages, parce que vous nous avez fait profiter de personnages qui étaient lors de votre cinématographie, des personnages qui étaient avec de l'humanisme, avec de la profondeur, avec de la sensibilité, avec beaucoup de différences, un regard différent sur notre société, et vous nous avez montré des invisibles, des personnes que l'on ne voyait pas. Et là, on voit à travers vous votre sensibilité, une empathie. Même si on peut dire que ce duo, et j'y reviendrai vers la fin, il est différent. Puisqu'on a un Eric qui est très émotionnel, qui est très dans l'observation, dans la sensibilité. Et puis, on a un Olivier qui est plus dans le cadre, plus dans l'analyse, mais les deux approches sont complémentaires. Et puis, il y a une deuxième rencontre, c'est une rencontre avec le spectateur, parce qu'on voit que vous permettez de rencontrer ces sujets avec de l'humour. L'humour est un mécanisme qui, pour vous, dédramatise le tragique, qui permet de rendre accessibles les choses et de rendre le invisible, j'y reviens, plus réel, plus admissible et plus sensible. Et puis, la dernière rencontre, c'est la rencontre entre vous deux. On peut parler d'un couple, on peut parler d'un couple fusionnel, d'une entité qui fonctionne à deux, une entité qui partage la même frite, qui a le même scooter, même si maintenant vous êtes un petit peu différenciés et chacun a le même. Mais on est dans un système fusionnel où il y a une absence de rivalité, une complémentarité. Je pourrais dire que là où il y a un problème, l'autre est la solution. Et en fait, ce duo fonctionne dans vos souvenirs, dans votre approche et dans votre co-construction de vos œuvres. Et ça, c'est appréciable parce que on a l'impression que vous êtes deux adolescents qui se sont jamais quittés. Et avec ce film, on a l'impression que vous vivez encore votre adolescence et vous la revivez et vous nous la faites partager. Alors on est très ravis très contents de vous recevoir sur Radio J aujourd'hui. Et ce qu'on pourrait dire de vous, c'est que vous nous avez traité des sujets d'une histoire légère, mais des sujets qui sont lourds. Et c'est peut-être ça qui rend tous vos films et vos personnalités très touchantes. Alors merci à vous. Merci, très beau. Merci pour ce beau portrait. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Radio J. C'est la fin de cette émission. Eric Toledano et Olivier Nakache, vous êtes venus nous voir pour votre nouveau film Juste une illusion en salle aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Eh ben, bon anniversaire Olivier, puisque j'avais, en fait, avec toute cette chahut, j'avais pas oublié que c'était l'anniversaire, parce que le 15 avril, je sais ce que c'est. Mais voilà, je sais ce que je vais t'offrir comme cadeau. Mais en tout cas, si vous avez envie de venir me le souhaiter, venez dans les salles. Là, aujourd'hui, là, venez, on fait le tour des salles. Voilà. Et c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. À la réalisation audio et vidéo, Adrien aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec un nouvel invité. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et tout de suite, ce sera le journal sur Radio J. À demain. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.